Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir pour notre rendez-vous du jeudi décalé à vendredi, on reçoit avec nous Momo d'OM Nation Pointe-Noire. Donc interview qui a dû qu'on a dû batailler pour enfin réussir à réaliser. Donc je suis content de t'avoir. Et puis bah je vais tout de suite te laisser le micro pour te demander si tu pouvais te présenter un petit peu à ceux qui te connaissent pas encore. Très bien, ça marche. Je te remercie, Hakim, de me permettre. J'ai l'honneur de recevoir une interview de ta part. C'est super. C'est Et gentil. je sais pas si tu m'entends, ça coupe ou pas? Parce que Non, je ça va. pense que ça va, c'est bon? Ouais, il y a des coupures, mais ça va, on entend. Ok, super. Donc, moi, c'est Momo, Mohamed, donc le surnom, c'est Momo. Je suis, euh, je suis le fondateur de OM Nation Pointe-Noire. Bon, maintenant, ça va bientôt plus s'appeler OM Nation. Le programme est en train de changer. Mais le fan club, on va dire, de l'OM à Pointe-Noire. Donc, j'ai créé le fan club il y a à peu près 7-8 mois. Enfin, on se réunissait déjà depuis un peu plus d'un an et on l'a officialisé, on va dire, il y a 6 à 7 mois avec le club. D'accord. Et donc, on est basé à Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est au Congo, Congo-Brazzaville, qui n'est pas le Congo-Kinshasa, où là-bas aussi, on vient d'avoir un OM Nation. Euh, Moi, voilà, je suis fan de l'OM depuis tout petit. Je supporte l'OM alors que j'ai pas de lien avec la ville de Marseille. Je suis juste un supporter. J'ai hérité de mon père et là, je fais hériter à mes enfants, quoi. Super, Donc, magnifique. voilà. Et à Pointe-Noire, j'y suis depuis 3 ans. Avant ça, j'étais à Brazzaville et au Congo, donc au total, j'y suis depuis 13 ans. D'accord. Donc, tu es un expatrié, comme il y en a tant d'autres, finalement, dans le monde, quoi. Non, je suis pas français en fait. Je suis Ouais, né, ouais. voilà, ouais, un expatrié. Je suis d'origine libanaise, mais je suis né en Afrique. Donc j'ai vécu toute ma vie en Afrique. J'ai juste fait des études en France, c'est tout. Mais sinon, D'accord. ouais. C'est pour ça que je disais, j'ai pas de lien vraiment avec Marseille, parce que même la ville de Marseille, j'y suis allé peut-être que pour voir les matchs à chaque fois. Donc c'est vraiment, Ouais, c'est le cœur qui parle, là. C'est plus, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de relation particulière à l'origine. C'est le c'est foot clair. qui a fait que tu as une relation particulière avec Marseille, quoi. Et c'est le foot qui fait que j'aime la ville de Marseille maintenant, parce que en France, ben, c'est ma ville préférée. Maintenant, à chaque fois que je vais en France, il faut que je passe par Marseille. C'est pas possible. C'est pas possible de pas passer à Marseille. Ben voilà, ne serait-ce que pour, on va dire, passer devant le stade Vélodrome et avoir cette Ah, petite ambiance, même si c'est pas jour de match, ça reste quand même particulier. exactement, exactement. Bah justement, toi, en tant qu'OM membre et fondateur d'OM Nation Pointe-Noire, même si ça, comme tu dis, ça risque de changer, euh, comment vous avez réagi à l'époque où il y a eu les problèmes avec la direction de l'OM, justement, on se souvient de ce que Hugo Ouvrard, Jacques-Henri Hérault voulait faire lorsque ça a vraiment créé une secousse au niveau du club et des supporters. Comment toi et vous avez réagi par rapport à ça? Alors, à l'époque, pour dire vrai, c'est que tous les membres de OM Pointe-Noire étaient contre la direction qui avait donc était contre Hérault et Ouvrard, étaient contre tout ce qu'ils avaient fait, toutes les accumulations d'actions ou de communication, mauvaise communication qui avait été faite. On a toujours été contre. On a toujours été du même avis que tout le reste des supporters, la majorité des supporters, l'écrasante majorité des supporters. Après, c'est vrai on nous a souvent reproché d'être le jouet de héros à l'époque. Mhm. Et c'est vraiment pas le cas. On est tous des supporters bien avant qu'il y ait cette direction-là qui soit là. Donc, pour nous, on se disait, c'est une opportunité parce que le fait d'officialiser un fan club avec le club de l'OM, c'est Mhm. quelque chose qui peut faire avancer les choses, au niveau de l'image, au niveau de la communication, au niveau
même pour nous, qu'on se sente un peu concernés Hmm. par le club, par les supporters, parce que nous, on fait pas partie de groupe de supporters, on est à l'étranger, Ouais, on regarde des matchs, on les vit avec passion, mais on n'a aucun lien vraiment avec le club, en fait. Donc, d'accord. donc ça, qui ait eu cette direction ou pas, pour nous, c'était vraiment le fait de créer un fan club officiel qui était intéressant pour nous. Donc, nos réactions, elles étaient comme tous les autres supporters. Hmm. Et au final, certains, certains OM Nation ont pris les décisions, d'autres, comme nous par exemple, ont décidé de mettre en suspens les activités à un certain moment quand il y a eu, quand ça a explosé avec les supporters. On a décidé de mettre en suspens nos activités et on l'a fait. Et dès que c'est revenu, tout est rentré dans l'ordre, et qu'il y a eu donc qu'on a écarté la direction, on Hmm. a repris les actions. D'accord. Donc en fait, oui, c'était ni plus ni moins qu'une officialisation de ce que vous étiez déjà, c'est-à-dire des supporters, un groupe de supporters expatriés. Là, pour le coup, c'est un peu le terme, parce qu'il n'est pas en France, tout bonnement. Euh, Sauf que ça lui donnait une sorte de cadre, de caractère officiel de par la reconnaissance, on va dire, de l'Olympique de Marseille. Exact. Exact. D'accord. Donc après, donc après, à partir de ce moment-là, même si c'est vrai que ça a été impulsé sous Jacques-Henri Hérault, parce que même s'il a fait beaucoup de choses, malheureusement, qui n'ont pas été bénéfiques pour le club, il a quand même fait certaines petites choses qui ont pu apporter des points positifs. On pense donc justement à une nation, mais on pense aussi donc avec tous les petits contrats qu'il avait fait avec tous les clubs à proximité, même s'ils n'ont pas été faits d'une manière peut-être optimum, ça a été un début de quelque chose. Et par rapport à ça, le fait qu'il ait impulsé ce projet-là, ça vous a pas pris en otage lorsqu'il a fallu vous aussi dire que vous étiez contre tout ce qui a été justement fait et proposé la direction. Ah, tout à fait, tout à fait. On n'a jamais été pris en otage. On a décidé nous-mêmes de ce qu'on voulait faire. On en a parlé avec les personnes qui gèrent le programme au club. Et certains ont suspendu les activités comme nous, d'autres se sont retirés du programme. Euh, mais en majorité, les fan clubs ont suivi, comme les autres supporters, la même voie. Donc, nous, personnellement, on voulait pas sortir du programme, justement parce que nous, on n'était pas là pour cette direction-là. Nous, on était là pour le club. Parce Hmm. que nous, on se dit, le club, cette direction, elle est là, elle va partir un jour, nous, on reste. Donc, on n'a pas à sortir du programme à cause de la direction, mais par contre, on devait apporter notre soutien aux supporters. Et c'est pour ça qu'on a suspendu nos activités et qu'on a communiqué là-dessus sur les réseaux sociaux, quoi. D'accord, mais justement, tu me parles de programme. En quoi consiste le programme qui a été établi avec la direction de l'Olympique de Marseille? Alors, depuis qu'il y a le Covid, en fait, c'est un peu compliqué parce que il y a très peu d'activités physiques, on va dire, ce qui est normal. Après, nous, on a le soutien du club par exemple, sur la communication. Quand il y a des jours de match, ils font des maquettes pour les jours de match, des maquettes personnalisées pour chaque OM Nation. On a, on reçoit de temps en temps des goodies, des petits trucs à l'effigie de l'OM. On a, on a euh, on va dire, on a des avantages sur la billetterie, pas en termes de prix, mais par exemple, s'il y a des matchs, des gros matchs, on peut avoir une place, on peut avoir une place si on s'y prend à l'avance. On peut avoir une place Réservé, entre guillemets. réservée entre guillemets, quoi. Bon, pas vraiment réservée, mais on a certains avantages comme ça. Après, il y a le fait aussi qu'on peut échanger avec certains dirigeants du club. Là, comme le programme est en train de switcher et de changer, ça se fait moins. Mais au début du programme, par exemple, on avait une fois par mois, on avait un échange avec un des dirigeants. Moi, j'ai par exemple échangé avec Pablo Longoria à l'époque où il était directeur sportif.
D'accord. On a eu des échanges. C'était super. Tu te sens Hmm. concerné en fait. Tu Ouais, discutes, tu poses des questions. C'est vraiment très intéressant. On a aussi discuté avec Larguette, avec Nasser Larguette sur la formation. Moi, en, allez, en 6 mois, j'ai eu ces deux discussions-là. Je devais aussi discuter d'accord. avec Pablo Longoria pendant les problèmes qu'il y avait. Et comme Mhm. on était en suspension, j'ai pas fait Ouais, le- d'accord. Mais oui, ça reste intéressant quand même. Ça reste quand même des choses qui peuvent apporter un plus, qui peuvent valoriser et puis se sentir concerné par l'Olympique de Marseille en étant à l'étranger. Euh, Il donc y a aussi après, d'autres choses. oui, Il y a vas-y, je aussi t'écoute. d'autres. Par exemple, l'OM, ils ont une fondation, la Mhm. fondation OM, et ils peuvent accompagner aussi certains projets humanitaires en Afrique. Ils l'ont fait, je crois que c'était au Mali ou au Burkina la dernière fois. Je sais plus c'est où D'accord, exactement, un des deux pays. Ils ont fait un projet là-bas. Et, euh, et moi, par exemple, je suis en train de voir dans quelle mesure on peut le faire au Congo. Donc, j'en ai discuté un d'accord. peu avec la fondation. Puisqu'on a une fondation aussi au Congo, donc on essaie de voir un peu comment on peut faire. Et ça, c'est des choses, tu vois, qui sont intéressantes parce que Bien ça, sûr. tu les, tu les fais aujourd'hui parce que grâce au fan club qui est officiel. Sinon, tu Mhm. peux pas le faire au nom de l'OM. Là, tu prends Oui, l'image de l'OM et tu fais un projet humanitaire et c'est très bien déjà parce que c'est socialement super. Et après, c'est aussi pour l'image du club. Donc, le club, mhm. il voyage de cette façon-là et c'est une très bonne façon de voyager. Bien sûr. Là, oui, je pense que là, une sorte de deal gagnant-gagnant, à savoir que l'image de marque de Marseille, enfin de l'OM, euh, est quand même mise en avant, mais de la bonne façon, parce qu'en plus, elle permet d'aider, comme tu dis, socialement des personnes ou un ensemble de personnes d'une manière sporadique, mais qui apporte des bénéfices à tout le monde. Donc oui, c'est vrai Exact. que c'est bien de le souligner, même si, parce que je pense que la plupart des gens ne sont pas au courant de tout ce qui se passe derrière OM Nation. On entend parler, on a beaucoup entendu parler de ça justement à une période, et justement dans la période des tourments, parce qu'on voyait que c'était beaucoup d'OM Nations suspendaient leurs activités, mais on ne savait pas en quoi ça consistait. Donc le fait que tu mettes justement des mots sur ce qui se dit, sur ce qui se fait derrière, c'est pas plus mal pour que les gens puissent comprendre en quoi consiste justement ce programme. Et donc, même moi, je ne savais pas tout ce que tu me dis, notamment là pour le volet humanitaire, et c'est pas plus mal de justement d'en faire part. Exact. Je suis d'accord. Ensuite, si on peut reparler un petit peu du football, on va dire. Euh, L'an passé, donc on a vu ce qui s'est passé, donc les hauts, les bas. Et moi, je voulais avoir un peu ton sentiment justement sur la saison. Alors là, on va parler uniquement d'abord du sportif. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de cette OM-là? Donc la version AVB, la version larguée, la version Sampaoli sur la fin. Tu nous dis ça, tu nous livres un peu ton sentiment comme le veux, souhaite toi, c'est-à-dire soit d'une manière continue, soit en faisant justement une analyse par période. C'est toi qui décides de la façon dont tu veux emmener le sujet. D'accord. Euh, Alors, pour commencer, moi, je suis quelqu'un qui appréciait bien AVB. Donc, Hmm. j'étais de ceux qui ont tenu jusqu'à la fin En en estime. soutien, ouais, en estime à AVB. Je l'apprécie toujours d'ailleurs, parce Hmm. que c'est quelqu'un qui peut-être a des défauts et a peut-être commis certaines erreurs, mais je pense que c'est quelqu'un d'honnête et il a été honnête avec le club. Donc pour ça, juste pour ça, je l'estime beaucoup. Donc après, niveau sportif, je pense que il était pas fait pour l'OM. On a fait une superbe saison, sa première saison où on a terminé deuxième. Euh, et il a géré de façon extraordinaire parce qu'avec l'effectif qu'il avait, c'était un miracle de finir deuxième. Hmm. Après, la saison d'après, on a ressenti que c'était pas ce qu'il fallait pour l'OM parce que l'OM avait besoin de green ties, avait besoin
ils avaient besoin on avait besoin d'une équipe qui joue, qui a des joueurs qui se tuent sur le terrain. Il y avait peut-être besoin aussi d'un entraîneur qui soit pas très amical en fait avec les joueurs, parce qu'on a vu que beaucoup de joueurs se sont laissés aller. On a vu des joueurs prendre du poids, on a vu des disputes entre joueurs, des querelles de gamins entre joueurs. Et je pense que ça, c'est parce qu'il n'y avait pas une autorité assez forte à la tête du club, Du de haut sportif. jusqu'en bas. D'accord, ouais. Euh, parce que ça se suit après. Mhm. Donc, là, avec la saison dernière, donc je pense que ça nous a fait du bien quand même qu'il parte, même si j'ai été triste. Mais je pense que ça nous a fait du bien parce que euh, euh, bon, la période Larguette a été un peu stagnante. J'ai pas trop vu ni d'évolution enfin, c'est une période que je vais pas juger parce que on va dire que c'était Ouais, l'intérim. Voilà, c'était pas la meilleure période. Donc, quand Sampaoli est revenu, quand Sampaoli a signé, c'est arrivé, ouais. euh, je trouve que on a eu un petit déclic. D'ailleurs, ça s'est vu dans les résultats. Il y a eu ce truc qu'on a appelé Sampaoli Time sur Mhm. les fins de match incroyable à chaque fois. En fin de match, ouais. Et je trouve qu'en fait, c'est juste le fait de transmettre sa grinta aux Mhm. joueurs, ça paye. Parce que les joueurs ont besoin d'être motivés comme ça. Je pense que l'année dernière, on a eu aussi beaucoup de difficultés parce qu'on avait un stade Vélodrome qui était vide. Oui, Et c'est ça. d'ailleurs, dans les résultats, on l'a remarqué. À l'extérieur, on avait de meilleurs résultats qu'à domicile. À domicile, on sentait que les joueurs étaient perdus sans les supporters Mhm. et faisaient des résultats qui étaient médiocres depuis AVB. Alors qu'à l'extérieur, ils arrivaient peut-être à décrocher quelques beaux résultats. Donc, je pense qu'ils avaient besoin de ce truc qui les bouge. Et Sampaoli a réussi à mettre ça en place. Après, il y a beaucoup de choses à ajuster. Moi, je ne le juge pas du tout sur cette fin de Sur cette saison. fin de saison. Pas du tout. Je pense qu'il nous faut encore. Et même sur le début de saison prochaine, je ne vais pas le juger parce que le mercato, il est incroyable. Donc, il y a On va en plein parler de- tout à l'heure, ouais. et donc, du coup, pour la saison dernière, je ne vais pas le juger. Il y a quelques erreurs qui ont été faites au niveau défensif. Il y a des choses à ajuster, mais c'est faisable. C'est faisable. Je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus, quoi. D'accord. Donc après, c'est vrai que Sampaoli, la chose qui l'a desservi, c'est de toute façon de prendre un effectif qui a vécu des choses traumatisantes, qui a vécu ben, une saison compliquée en Ligue des Champions, en championnat, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Donc forcément, et arrivé comme ça en cours, voire fin de saison, parce qu'il y a quand même eu donc une longue période AVB, une période, comme tu dis, donc de larguer, où j'ai discuté avec lui et lui, il m'a bien dit qu'il était là pour rendre service au club. S'il fallait aller plus loin, il aurait été, mais lui, il l'avait dit dès le début, c'est vraiment un intérim pur et dur. Donc c'était pour jouer le pompier de service, comme on dit, hein. Donc c'est vrai qu'après arriver derrière tout ça, bah, il faut du temps. Il a réussi à, on va dire, à tirer quelque chose, même si c'est vrai que le calendrier nous a été quand même assez favorable en fin de saison. Il a réussi à emmener quelque chose. Accrocher cette cinquième place qui fait que l'OM va jouer l'Europe, ce qui pour l'OM c'est un minimum, hein. Donc c'est vrai que comme tu dis, on ne peut pas le juger sur ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a pu faire avec ce qu'il avait en moyens humains. Et on va se dire qu'on a fini tant bien que mal à arriver à faire quelque chose de potable. Franchement, la cinquième place, pour moi, c'était pas un miracle, mais c'était très Tu bien joué l'espérais, parce ouais. que Ouais, ouais. oui, oui, tu arrives de loin en fait avec les 3 derniers mois qu'on a vécu depuis janvier. C'était catastrophique avec du côté sportif, du côté de tous les côtés. Et en plus, tu avais des joueurs qui étaient en fin de contrat, donc des joueurs qui étaient démotivés, qui n'étaient plus là sur le terrain. Tu avais des querelles entre des cadres. C'était incroyable. Donc, le fait d'arriver à la cinquième place, au final, tu joues la même coupe.
que Lyon, qui a bataillé pour la première place pendant toute la saison, C'est ça. c'est pas mal. C'est pas Mm. mal, tu vois. Et l'année prochaine, C'est tu fais une Ligue Europa, c'est une transition. Pour mm. moi, c'est une bonne transition je l'espère, finir sur le podium et jouer la Ligue des Champions après. On Donc, le j'ai pas souhaite en parlé tout de la cas. Ligue des Champions, par contre. Ouais. J'ai pas parlé de la Ligue des Champions. Ouais, ouais, vas-y. Sur la Ligue des Champions, je trouve que AVB, il l'a pas joué. Je pense qu'il l'a pas joué exprès pour faire des résultats en championnat parce que il a été très frileux en Ligue des Champions. Mm. Contre l'Olympiakos, on aurait pu gagner le match aller sans problème. Contre Porto, on a fait des erreurs, mais c'était jouable. Je trouve qu'il a été frileux en fait. On aurait très bien pu se qualifier, finir Pour les huitièmes, deuxième de ouais. la poule, parce que la poule, elle n'était pas si difficile que ça en fait. Elle était À part bon. Manchester City qui était vraiment au-dessus quand même, les autres Oui, étaient, on va dire, même s'ils c'est étaient un peu jouable. plus hauts pour Porto, ça restait du domaine du jouable. Et puis on l'a vu avec, comme tu dis, avec les Grecs où on aurait normalement dû gagner le match aller. Même Porto, Et tu sais, même Porto, ouais, ouais, Porto, bien sûr, le truc qui est bien, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont habitués à jouer la Ligue des Champions. c'est ça. Alors que nous, ça fait un moment qu'on n'a pas joué. Donc, ils ont l'expérience de la Ligue des Champions. Mais Porto, sur le papier, ils n'étaient pas meilleurs que l'OM. Mm. Et sur le papier, d'ailleurs, ils avaient perdu un ou deux de leurs meilleurs joueurs de la saison dernière. Je sais plus c'était lequel, j'ai oublié le nom. Mais ils l'avaient perdu. Donc, sur le papier, ils ne l'avaient pas remplacé. Donc, moi, j'avais espoir qu'on finisse deuxième. Mais on l'a pas joué, la Ligue des Champions. On n'a pas voulu la jouer. On a déjoué, C'était, ouais, complètement. donc je préfère même pas en parler, quoi. Il vaut mieux de C'est- toute façon parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire au final. Donc c'est vrai qu'après, voilà, il y a quand même l'amertume qui reste parce que le triste record, voilà, on en fait partie aussi. Donc c'est un peu bête, mais bon, c'est comme ça. ouais. Donc on va quand même revenir un petit peu sur la direction de l'OM. Alors, parce que on peut aujourd'hui, avec le recul, analyser ben, celle qui a été démise de ses fonctions. Après les rocambolesques prises de la commanderie, etc. Et celle qu'on a actuellement. Alors, celle qu'on a actuellement, elle est hybride parce qu'elle est encore en train de se former, on va dire, comme on voit que Longoria travaille dessus. Mais on avait plein de personnes, mais alors extrêmement plein à l'époque, entre Ouvrard, entre Jacques-Henri Hérault, Longoria, etc., etc. Et aujourd'hui, bah, on a un bonhomme qui est quasiment là tout seul, même si les autres sont arrivés, mais c'est trop frais pour dire qu'ils sont réellement en train de travailler. Et on voit qu'il y a quand même deux façons de travailler qui sont totalement différentes. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, comment est ton point de vue par rapport justement à l'ancienne direction qui a travaillé comme elle a pu, comme elle a voulu, j'en sais rien. Et aujourd'hui, Longoria qui est quasiment bah, l'homme providentiel que tout le monde voudrait ériger en homme providentiel. Mais je ne sais pas toi comment tu analyses un peu les choses. Alors, moi, je suis un très grand fan de Longoria. Franchement, euh, je pense que déjà dans le football, il faut un président qui connaisse le football, C'est qui la soit moindre du des milieu. choses. Et l'erreur que McCourt avait faite au début, c'est de confier un club de football, et en plus le club le plus important de France, à quelqu'un qui ne vient pas du football et qui ne maîtrise pas le football. Donc, quand tu confies déjà à une personne qui ne maîtrise pas le football, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher des gens autour de lui qui connaissent le football et qui vont devoir le conseiller. Et malheureusement pour lui, c'est qu'il s'est entouré de mauvaises personnes. C'est ça. Donc, à commencer par Rudy Garcia, pour moi, qui était la personne qui dirigeait l'OM à l'époque. Ouais. Franchement, sportivement, c'était lui. Zubizarreta, je lui en veux pas. Je lui en veux juste de ne pas avoir bataillé pour avoir son mot à dire. Mais je lui en veux pas vraiment parce que c'est pas lui, c'est pas lui qui a fait des choix. Il était juste là pour exécuter ce qu'on lui disait de faire en fait. Mm. Donc le gars, le bras droit, on va dire, de Hérault, c'était Rudy Garcia. Et pour moi, c'est ces deux-là qui ont vraiment Fait du mal. fait du mal au club. Après, la différence entre donc déjà Longoria et l'ancienne direction, c'est non seulement qui vient du milieu sportif, mais c'est que c'est quelqu'un qui est ultra motivé. C'est quelqu'un qui est ambitieux. Déjà à son Passionné, âge, ouais.
à son âge, maîtriser autant le monde du football, avoir autant de contacts, avoir autant de réseaux, c'est incroyable. Tu sais, quand j'ai fait l'interview avec lui, quand j'ai fait le Zoom avec lui, euh, quand je lui ai dit que j'étais au Congo, il m'a dit, euh, il m'a dit Pointe-Noire, c'est au Congo-Brazzaville. J'ai dit oui. Il m'a dit le pays du pétrole. J'ai dit oui. Il m'a dit j'ai été en 2008. J'ai été en 2008 pour la Coupe d'Afrique des jeunes, des moins de 21 ans, je crois. Et j'ai été là-bas pour observer les joueurs. Donc imagine-toi que le mec en 2008, il a quel âge là? Il a 34, 30, 34 ans, je 35 crois. ans, je crois. 35. Ouais, 34, 35, ouais, à peu près. Imagine-toi que déjà il y a 13 ans, le gars était à Brazzaville, dans une ville africaine, en train d'observer des joueurs de football. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a un bagage de foot impressionnant et c'est quelqu'un qui est très ambitieux. Et je pense que c'est le choix le plus judicieux de la part de McCourt. Je pense. Après, on peut se tromper. On Mais verra. en ce moment, c'est le choix le plus judicieux parce que c'est le gars qui veut prouver le plus et qui veut montrer en fait qu'il peut réussir. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. C'est très positif, Longoria. Après, sa façon de travailler, je pense que c'est quelqu'un qui aime faire tout de lui-même et qui aime avoir la main sur tout, même si. Alors, ça peut être une bonne chose, mais ça peut être aussi une mauvaise, entre guillemets, parce que à vouloir trop faire soi-même, ça peut être usant et on peut peut-être passer à côté, malheureusement. Après, je ne le connais pas personnellement. Je connais son travail, parce qu'on m'en a beaucoup parlé. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est un passionné. Donc après, c'est. Voilà. Mais tu sais, chez nous, je pense qu'il faut ça, hein. À Marseille, c'est vrai que ouais, c'est particulier. Les rares présidents qui ont réussi à l'OM, pour moi, depuis, ben, tu as Tapi. Tapi, c'était un passionné et il faisait tout lui-même. Ouais. Et après lui, pour moi, tu en as pas beaucoup qui ont réussi. Tu Pape as Diouf, Pape Diouf, et voilà. qui faisait tout Et Pape lui-même aussi, ouais. c'est tout lui-même. Donc, en fait, le fait que tu fasses tout toi-même, déjà, tu contrôles les choses, tu contrôles mieux les choses et tu évites justement de léguer certaines choses qui peuvent être mal faites ou Hmm. voilà. Et je pense que, Ouais, je je pense que comprends. Ouais. c'est une bonne chose. Moi, je. En tout cas, pour l'instant, de ce qu'on voit, ça semble être. En tout cas, il le maîtrise. Il maîtrise ce qu'il fait. Même si en Oui. délégué, il arrive à maîtriser. Et justement, on va venir au mercato, parce que justement, on parle de ce mercato et on voit son travail. Et son travail, donc, parce que jusqu'à présent, il y a eu une petite partie de présidence pure, c'est-à-dire celui qui gère les affaires courantes, donc en fin de saison. Mais là, maintenant, il a la casquette. Pour moi, voilà, il a quasiment abandonné la casquette président. C'est la casquette du directeur sportif, de son métier, de son cœur de métier à lui. Bon, il est là euh, par la force des choses en tant que président. Mais son vrai cœur de métier à lui, c'est donc justement la prospection, le, le, le foot pur et dur. Et par rapport au travail justement de directeur sportif, là en ce moment, pas de ce qui s'est passé avant, on parle de Milik et choses comme ça, mais ça c'est entre guillemets du passé, mais ce qui se passe en ce moment, dû au fait de nombreux départs, que ce soit les fins de contrat ou les personnes qu'ils veulent voir partir, qu'est-ce que tu penses toi justement de ce travail-là, de cette partie vraiment euh, qu'on peut pointer du doigt? Je suis impressionné. Je suis impressionné. Je suis pas impressionné parce qu'il y a ces joueurs-là qui signent à l'OM, parce que l'OM, ça reste quand même pour moi le plus grand club de France, donc ça devrait attirer des noms. Mais je suis impressionné parce que par le fait qu'il y a pas les moyens de faire ça. Mm. Et le fait qu'il arrive à toujours trouver des formules, Mm. Des euh, solutions. des solutions pour faire signer des joueurs. Et au final, il fait toujours une bonne affaire, en fait. Et tu te dis que euh, il négocie le moins de centimes. On le voit par exemple avec Lirola, où il a pas voulu renouveler son contrat, comme Balerdi aussi. Mm.
pas voulu, pardon, lever Lever l'option l'option. d'achat. Et, derrière, il signe Balerdi 2 fois moins cher, donc il passe de 15 à 8 millions, Hmm. et il négocie Lirola. Malgré que Lirola vaut les 12, il les vaut. Ouais. Donc, Ouais, ouais, c'est... après, ça prouve en fait qu'il travaille vraiment pour le club. Donc, Bah, il l'a dit qu'il voulait pas surpayer, il voulait pas surpayer les joueurs. Là, il l'a dit hier, justement, il a bien un accent dessus. Il veut pas surpayer les joueurs. Et pareil pour les joueurs qui doivent partir, il veut pas les vendre en les bradant. Ça, et ça change un petit peu. C'est vrai que par rapport à ce qu'on tout à avait fait. vu avant, Tout à fait. Et franchement, ça prouve qu'il travaille vraiment pour le club. Après, concernant les noms, donc les premières signatures, Gerson, moi je le connaissais pas, je vais pas te mentir. Euh, Après, bien sûr, quand on s'est intéressé à lui, j'ai essayé de demander à gauche, à droite, des gens qui connaissent le championnat brésilien. Et ils m'ont tous dit que c'est le meilleur milieu du championnat brésilien actuellement. Il y bah, si je a, peux juste en dire deux mots, justement, Gerson, moi j'ai regardé les matchs, justement, à partir du moment où son nom est sorti, comme pas mal d'internautes ou de tweetos ou choses comme ça. Et je sais que il y a eu deux phases, on va dire. Au tout début, où c'était pas encore totalement acté, où là j'ai vu pas un phénomène, ça serait mentir, mais quelqu'un vraiment de très grande classe, d'un très grand niveau, peut-être un peu lent, mais en tout cas vraiment très bon. Et la période où ça commençait à devenir très très sérieux avec l'OM, où je l'ai senti sur la retenue, sur la réserve. J'imagine qu'il n'a pas voulu se blesser pour pas faire capoter aussi son transfert, mais c'est vrai que Gerson, sans le connaître en regardant ses matchs, je trouve que c'est une très bonne recrue à voir sur la saison. voir s'il Voilà, s'adapte, ouais. Parce c'est ça. que il a déjà eu une mauvaise expérience en Europe. Mais moi, je regarde pas ça parce qu'il était très jeune. Et C'est puis la ça. Roma, le Calcio, ouais, la Roma, il y avait de la concurrence. Je regarde pas vraiment ça en fait. Donc Ouais, j'espère que là, il s'est aguerri et que ça va aller. Donc là aussi, donc on va attendre et on va juger. voilà. Après, il y a eu donc Balerdi qu'on connaît déjà. Moi, je suis content. Beaucoup. Mhm. On est très partagé. Dans la communauté OM pour Balerdi. C'est un gros sujet, même parmi les membres d'OM Nation Pointe-Noire, on s'est souvent chamaillé là-dessus. Ouais, Euh, mais moi, je suis quelqu'un qui apprécie ce joueur parce que je sais qu'il fait des erreurs, mhm. mais ces Il est jeune. erreurs-là, ouais, ce sont des erreurs de jeunesse. Et je pense que c'est des erreurs qui s'améliorent avec de l'entraînement et du temps. Alors que ses performances sur le terrain sont vraiment très bonnes. Ah, À surtout chaque au fois prix où surtout au prix où il a été obtenu. à ce Au prix-là, final, je pense que là, oui. À c'est une très 15, bonne ça affaire. aurait peut-être été un peu trop, mais à 8, Ouais, ouais, ouais. Et il faut regarder aussi le fait que c'est l'avenir de la défense centrale de l'équipe d'Argentine, parce qu'en équipe d'Argentine, à son âge, tu n'as pas beaucoup de défenseurs qui sont en Europe et qui sont très forts. mhm. Donc, donc il y a ça aussi qui peut compter. Et moi, j'ai aimé franchement ses performances. Il a fait des erreurs, même les matchs où il a fait des erreurs, il a été bon en général, mais il a fait Mhm. une ou deux erreurs qui parfois ont coûté un but. Après, il y a l'erreur sur la touche, mais moi, pour moi, l'erreur, elle est sur la touche. C'est Enrique qui doit pas faire la touche sur Balerdi. Tu comprends? Et D'accord. là, Ouais, ouais, après, bien sûr. donc bon, il y a des erreurs qu'il a faites. Bon, en gros, j'aime bien. Donc D'accord. Balerdi. Après, On sur a le Turc Under qui a signé. Under, Under, je l'ai vu quelques matchs. Euh, J'aimais bien. Après, je sais que à Leicester, il n'était pas super la saison dernière. Bon, il est Il a revenu de pas beaucoup. blessure. Il était longtemps blessé aussi. Donc, ouais. Voilà, donc je sais pas trop dans quelle forme il est actuellement, mais je sais que je suis rassuré par une chose, c'est que il a été pris par Pour Monchi. l'Euro. Ouais. Première année de sa signature de Monchi à la Roma, il allait À le la Roma. chercher. Donc Monchi, c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît au foot. Oui. Un autre Donc on peut Longoria, dire, justement. oui, on peut dire qu'il a le flair, quoi. Donc Ouais. après, maintenant, c'est peut-être l'aroma, c'est peut-être l'environnement qui le convenait Il n'est pas. pas convenu. Donc on va voir à Marseille ce que ça va donner. Mais là, encore une fois, c'est un prêt avec option d'achat.
c'est ça. Donc, la spécialité de Longoria qui me fait kiffer en ce moment, c'est ça. C'est prêt avec option d'achat. Parce que là, tu es sûr que si ça marche pas, bah, tu repars. Tu reviens pas. Et si ça marche, on te garde ou on essaie de négocier pour baisser le prix. Et ça c'est révolutionnaire à Marseille. C'est moi j'aime beaucoup cette façon de faire là. Et après on a qui? On a Guendouzi. Guendouzi, Gendouzi, ouais. écoute Guendouzi, j'aimais pas à Arsenal. J'aimais pas D'accord. euh, parce que je trouve peut-être qu'il était jeune aussi, mais je trouvais qu'il était un peu brouillon dans son jeu et je trouvais qu'il jouait pas assez vertical. Par contre, je l'ai pas vu au Hertha, mais on m'a dit que il a changé son jeu, il a mûri et il joue Mhm. maintenant, il joue vertical maintenant. Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc à voir À aussi, voir. ouais, à voir. Donc, Euh, après, on a le jeune de la Fuente qui vient du Barça B. Je sais pas si ça, toi, c'est- tu... ça c'est totalement positif parce que tu le prends à 3 millions, Mhm. il coûte pas cher. C'est un jeune de la Masia. Euh, je suis un peu fan du Barça, donc je regarde un peu parfois les petits jeunes de la Masia et tout. Mhm. Et, euh, et il est très fort. Il est très fort. C'est un très bon dribbleur. Il est très rapide. Il peut jouer sur les deux côtés. Il joue normalement à gauche, mais la saison dernière, il a joué à droite. Joue à droite, ouais. Donc, et c'était un très gros espoir de la Masia. Donc, je suis même étonné qu'on arrive à le faire signer à Marseille. Après, c'est pareil, c'est un jeune. Il a besoin de C'est ça. confirmer au plus haut niveau. Et là encore, c'est à voir. Donc, on peut pas. Le seul truc avec de la Fuente, donc comme tu dis, hein, c'est un pari sur l'avenir, un pari qui coûte pas très cher et en plus un pari qui semble prometteur. Mais ce qu'il y a, c'est que donc c'est un jeune qui joue à gauche. On a déjà Luis Enrique qui joue à gauche, même si c'est deux. Alors Luis Enrique, c'est pas un vrai gaucher non plus. Hein. On va dire, c'est un ambidextre. Et par contre, donc de la Fuente qui jouerait à gauche, mais qui peut jouer à droite, sachant qu'on a Under qui joue à droite aussi. Ouais. Après, je sais pas. Le souci, voilà, c'est qu'on ne sait pas encore comment ça va se profiler tout ça. Mais avec toute cette agitation qu'on voit, parce qu'on attend encore officialisations de Paul Lopez, de Juan Pérez, et donc de deux joueurs qui a priori vont signer. Paul Lopez, c'est pour après. Luan Pérez, défenseur central brésilien, je ne sais pas si tu connais, Ouais. qui signerait pour 4 millions et demi d'euros. Donc c'est pas des grosses Pas des recrues en grosses termes sommes. de transfert, donc qui peuvent permettre à l'OM de passer peut-être un palier sans trop dépenser. Donc justement, est-ce que déjà tu connais ces deux joueurs-là, Paul Lopez, le gardien, et Luan Pérez, le défenseur? Oui, Paul Lopez, je connais. Je connais. Il était très bon à Betis. Il est allé à la Roma. Il s'est blessé à l'épaule. Donc, Mm. pour Paul Lopez, j'ai un doute quand même parce que un gardien qui se blesse à l'épaule, en général, c'est compliqué après. Ouais. Mais, euh, mais pareil, c'est un prêt avec option d'achat. Donc, tu vois, tu l'observes pendant Qui deviendrait automatique, enfin qui serait levé au bout de 20 matchs. 20 matchs, ouais. 20 C'est matchs. ça. Mais après, c'est pareil, tu vas jouer avec. Sampaoli, il va voir. Si c'est un gardien qui veut garder, il va le faire jouer plus de 20 matchs. Si c'est pas un gardien Oui, qui c'est veut ça. garder, il va. À voir, à voir. Mais ça peut être une bonne chose parce que c'est quelqu'un qui est revanchard, Mm. qui a joué à la Roma, donc qui était très bon à Betis, qui est parti à la Roma, qui s'est blessé, donc qui n'a pas confirmé à la Roma. Ça peut être des joueurs qui sont revanchards. Et d'ailleurs, tous les joueurs qui signent à Marseille sont revanchards, à part ceux qui viennent du Brésil. Ils sont un peu revanchards, en gros. Après, tu as Pérez. Pérez, pareil, je connais pas. Je connais pas parce que je suis pas vraiment le championnat brésilien. Mais Pérez, de ce que j'ai lu sur les réseaux et aussi, j'aime bien regarder quand il y a un transfert des supporters de son ancien club. Et les supporters sont foudrage. Ils sont Ouais. vraiment foudrage surtout à ce prix-là. Ils se disent, mais attends, c'est pas possible que la direction soit aussi conne pour le vendre à 4 millions, quoi. Alors que le gars vaut au minimum 10. Donc ça rassure.
Après, moi, ce qui me rassure sur Pérez et Gerson, c'est que Sampaoli a coaché au Il les Brésil, connaît. il les connaît. Il les connaît Bah, par cœur. il a même Il a coaché entre Luan Pérez. Donc, à Santos. Ouais. ouais, c'est ça. À Donc son tu vois, retour du Brésil. donc après, franchement, on peut pas non plus juger. Il faut qu'on voit parce que on sait pas s'ils vont s'adapter. Ouais, Ça c'est peut ça. être une excellente recrue, ça peut être un flop. On va voir. On va voir ce que ça va donner, quoi. Bah, de toute façon, c'est toujours comme ça. Même lui l'a dit hier, on jugera ce qu'il a fait au mois de juin. C'est une année scolaire, entre guillemets. On juge les notes à la fin de l'année scolaire. Et par contre, pour en revenir donc encore à ce mercato, on a encore d'autres noms qui sortent, qui arrivent. Bon, de toute façon, avec l'OM, c'est déjà ça de base, mais avec là, cette année, avec Longoria, c'est peut-être encore plus exacerbé. Mais on parle donc en ce moment donc d'Almada, même s'il nous a dit que c'était cher. On connaît Pablo, on sait qu'il travaille toujours en sous-marin. On parle aussi de Boga. A priori, Boga, ça pourrait se faire si vente il y avait, parce que justement, faut aussi réussir un peu à vendre pour faire rentrer de l'argent. Et dernière info en date, pas des moindres, même si pour moi elle est peut-être plus farfelue, mais on en parlera quand même, c'est Coutinho. Coutinho qui semblerait, je mets vraiment le conditionnel parce que pour moi c'est hypothétique et en plus je suis même pas sûr d'être tenté. Moi je préférais limite un Almada, mais ça me regarde que moi. Qui serait tenté donc Coutinho de venir parce qu'il serait libéré par le Barça, qui aurait une prime à la signature et pouvoir se relancer parce que on voit bien qu'il peine, qu'il a peiné à revenir après sa blessure, même avec les prêts, les divers prêts, tout ça. Donc, je sais pas toi ce que tu penses de ces noms qui sortent actuellement, mais qui sortent avec insistance. On va pas parler des noms qui sortent, mais sans aller plus loin. Je sais pas toi si tu as quelque chose, enfin des infos ou juste un ressenti par rapport à ce qui se dit. Ouais. Alors Boga, je valide très fort. Il est très bon. Il est de Marseille. Et j'aime beaucoup les joueurs qui viennent de Marseille et qui jouent à Marseille. Parce que il joue là, il joue devant sa famille, il joue devant sa ville, devant ses supporters. Donc il se donne vraiment à fond et il connaît la valeur de l'OM plus que tout autre. Et il est très bon. Il est très bon. Donc Boga, je valide vraiment très fort et j'espère que ça va se faire. Euh, Almada, je connais pas non plus, mais depuis qu'il y a eu le nom, j'ai essayé de suivre un peu avec la Copa Libertadores. J'ai vu deux matchs et j'ai trouvé qu'il était très bon. Mm. Il est très technique. Franchement, un super 10 qui peut jouer aussi sur les côtés. Mm. Donc oui, Almada, je valide aussi. Euh, Pareil, il faut qu'il confirme en Europe, mais de ce que j'ai vu, il est pas mal. Coutinho, j'ai fait un tweet aujourd'hui sur Coutinho. Coutinho, en fait, j'y crois pas vraiment. J'y crois pas vraiment. Mais Moi non franchement, plus. avec, avec Pablo, je pense qu'il est capable de te faire un montage financier incroyable. Je sais pas comment il va faire, mais je pense qu'il peut compenser son salaire avec une prime à la signature ou un truc comme ça, des bonus en cas de qualification en Ligue des Champions, des bonus sur des matchs, etc. Je pense qu'il est capable de te monter un truc rien que pour faire signer un gros nom et frapper fort lors de ce mercato. Après, donc, on parle là on va dire, de marketing. Ouais, c'est ça. Mais niveau sportif, euh, je suis pareil que toi. Je suis pas sûr de ce qu'il peut donner maintenant parce qu'il joue pas depuis un moment. Dans sa tête, c'est pas trop ça. Est-ce que ça peut le rebooster un nouveau challenge, que ce soit à l'OM ou ailleurs? Est-ce que ça Oui, peut bien le sûr. rebooster un nouveau challenge? Est-ce qu'il pourra reprendre sa forme d'avant? Je doute fort. Je doute quand même fort. Ouais, c'est compliqué. Après, si il prend juste, franchement, 50 ou 60% de son talent d'avant, ça suffit pour la Ah, Ligue 1, hein. à Marseille, oui, ça pourrait suffire en tout cas en ce moment. Ça suffit pour la Ligue 1 et pour ce qu'on a. Tu vois, donc Coutinho, j'y crois pas trop, mais j'ai fait un tweet parce que je sais que ça excite les supporters. D'ailleurs, C'est ça. C'est il pour y en ça a qu'on en beaucoup. parle parce que
qui l'ont pris au premier degré, qui ont, voilà, comme d'habitude. Bon, je suis habitué, donc. Après, bon, je vois quand même pas mal d'intervenants qui disent que ce serait mort, le Barça aurait démenti. Après, voilà, les démentis, de toute façon, ça fait aussi partie du jeu. Je suis pas en train de dire que Coutinho, c'est en train de se faire ou quoi que ce soit, j'en sais rien. C'est juste que comme c'est un nom qui était revenu avec insistance, qui revient en ce moment, je me permets d'en parler, même si de toute façon, je suis pas certain que ça serait enfin, que ça se fasse se faire. Mais comme tu dis, Longoria est capable de faire un montage avec les sponsors, avec les primes à la signature, avec un étalement du salaire, etc. Tout est imaginable. Même avec Maintenant, ses voilà. amis du Barça, Oui, c'est vrai même que avec ses comme il amis du connaît. Barça, il peut faire, il peut sortir un prêt avec paiement d'une partie du salaire. Le Barça, ils sont prêts aujourd'hui Ils sont à obligés licencier de vendre. Dembélé et franchement, il va me dire ils vont pas licencier Coutinho qui joue pas et Bah, qui il vaudrait leur. peut-être mieux licencier Coutinho que Griezmann et Dembélé, surtout Griezmann, quoi. Je veux dire, en l'état actuel des choses, il vaut mieux le garder, ou alors même le vendre même 30 ou 40 millions d'euros. Quel club ne mettrait pas? J'imagine que même Marseille serait capable de les mettre, les 30 pour Griezmann, s'il Oui, fallait. oui. Donc, bon, ça me paraît peu crédible de fait de licencier des joueurs qui jouent, on va dire. Autant Coutinho, oui, parce que c'est un gros salaire, il joue pas. Bon, peut-être que, voilà. Après, voilà, on parle ça dans le contexte actuel. Maintenant, bon, on ne sait jamais ce que Longoria a en tête et ce qu'il va faire. Mais justement, pour parler de Longoria, on sent, là, tu le vois bien hein, sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme beaucoup. C'est vrai on avait perdu cette habitude d'avoir un président, même un directeur sportif qui travaille bien, avec efficacité, parce que c'est vrai que par avant, les mercatos, c'était plutôt vers la fin du mercato qu'on commençait à s'agiter dans tous les Ouais. sens et à chercher des panic buy un peu à droite à gauche, qui c'est qu'on va acheter, comment on fait, et puis voilà. Donc là, c'est vrai que on vend pas, on achète d'abord. Ça nous est jamais arrivé, ou de manière très très lointaine. Et là, on voit que donc il achète, a priori bien, on verra ça sur le terrain, mais toute cette hype autour de lui, ben, on voit il faut lui faire une chanson, il faut lui faire une statue, machin. Est-ce que toi, tu ressens la même chose ou t'es plus mesuré? Moi, je donnerai un peu mon sentiment aussi après, mais comment toi tu vis la chose par rapport à cette hype autour de Longoria? Écoute, moi, je suis hypé comme tous les autres supporters. Franchement, ça fait tellement longtemps qu'on vit des mercatos de merde, qu'on galère avec des joueurs. Bon, franchement, c'était fatigant. Donc là, je dis franchement, laissez-nous kiffer. Ça peut ne pas marcher, mais laissez-nous vraiment kiffer parce que c'est beau à voir, quoi. Tu dors, tu te réveilles, tu sais que tu vois un gars qui est en train de signer avec Longoria, c'est incroyable. Et j'ai fait, comme tu parlais de Zoubi tout à l'heure, j'ai fait un tweet la dernière fois en disant que Longoria, il était hier à Milan, il passe ce matin par la commanderie signée Balerdi, et demain soir, il sera au Brésil pour signer Pérez, et au retour, il passe récupérer Almada en rentrant à Marseille. J'avais Et, vu ce tweet. Ouais. et tu as un tweetos qui a répondu, et ça m'a fait trop rire, qui a dit pendant ce temps, Zubizarreta, il aurait eu le temps de se retourner sur le côté frais du lit. Pour, Pour dormir. voilà, c'est deux personnages totalement différents. Et aujourd'hui, on passe d'un personnage donc, qui n'était pas très actif. Mais moi, encore une fois, je lui en veux pas parce que pour moi, c'est pas de sa faute. Zoubi, il avait Il un n'avait très pas gros toutes les. réseau Ouais. aussi. Mais c'est juste que à chaque fois qu'il proposait un joueur, on sait qu'il disait non. Donc moi, je lui en veux pas vraiment. Et Longoria aujourd'hui, il a compris que pour pouvoir réussir, il faut tout faire soi-même. Et c'est pour ça que je te dis que c'est pas une mauvaise chose. Et il est sur tous les fronts, lui-même. Je sais que s'il va, il lègue par exemple un dossier à un de ses collaborateurs, je sais que ça va se faire de moins bonne façon. Donc il le fait à fond. C'est lui qui maîtrise les contacts dans les autres clubs. C'est lui qui connaît les agents de joueurs. C'est lui qui discute avec eux depuis 15 ans. C'est lui qui connaît les directeurs sportifs des différents clubs. Donc je pense que c'est pour ça que ça facilite les choses et qu'il arrive à trouver des formules
de bonnes formules, quoi. Ouais, des formules de paiement, des formules pour attirer le joueur. Parce que c'est vrai que même si l'OM, bah, c'est quand même, si ce n'est le plus gros club français, au moins l'un des plus gros, avait depuis quelques temps du mal à attirer de par justement cette image que avaient véhiculée faussement bah, les prédécesseurs. Donc aujourd'hui, on voit que, un peu grâce à lui aussi, Sampaoli fait son effet aussi, mais des joueurs veulent venir. On voit donc justement, on a vu Ben Arfa s'était proposé, on voit Ribéry aujourd'hui qui a été proposé à l'OM et qui serait pas contre signer une année, etc. Même si c'est pas des, on va dire que c'est des gros noms, mais pas des gros joueurs en l'état actuel des choses, on voit qu'il y a une nouvelle envie de la part des joueurs de venir à l'OM. Et ça change par rapport à quelques années en arrière. Ouais, et moi je parlerai même pas de Ribéry et de Ben Arfa parce que pour moi Ribéry et Ben Arfa, je pense que surtout Ben Arfa, c'est juste pour faire parler Parler pour d'eux. faire le buzz. Ouais. Mais moi je dirais plutôt des joueurs comme Boga, des joueurs comme Guendouzi, des joueurs comme des joueurs qui sont aujourd'hui intéressés de signer à l'OM, qui a seulement 2 ans n'aurait pas voulu venir à l'OM. Ça prouve que c'est un projet qui est intéressant, que le discours de Longoria, il passe très bien et il est rassurant surtout. Parce que je pense que la direction précédente, elle ne rassurait pas dans son discours. Et c'est pour ça qu'on avait des difficultés à avoir de bons joueurs. Et quand on voulait des bons joueurs, on devait payer très cher pour les faire venir. C'est ça. Et, euh, et Longoria a apparemment le bon discours pour rassurer les agents, pour rassurer les joueurs, pour rassurer les, Les clubs. tout ce qui tourne autour du joueur, quoi, les familles. Et Et ça mais change, tu vois, ça se voit que c'est un très gros bosseur, quoi. bah, justement, c'est ça aussi. Parce que après, c'est vrai qu'en Ligue 1, c'est un peu différent parce qu'on sait que l'OM, malheureusement, il y a un prix Marseille, tout comme il y aurait un prix Paris, entre guillemets, parce que Paris a des fortunes colossales. Mais on sait que Marseille, il y a un prix. Les joueurs ont un prix pour Marseille. Ces mêmes joueurs signeraient ailleurs qui ce ne serait pas le même prix. Euh, et là, on voit que justement, ce que je disais tout à l'heure par rapport à Longoria, il ne veut pas surpayer les joueurs. Aucun joueur ne sera surpayé. Et pareil pour les ventes, aucun joueur ne sera bradé. Alors qu'on a vu beaucoup de joueurs partir libres ou partir pour des sommes dérisoires avant ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a plus l'habitude. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau, mais qui appartient à Longoria. Avec, à d'autres clubs aussi, mais en tout cas à Marseille, c'est quelque chose qu'on ne connaissait plus. Ouais, mais je pense qu'il veut travailler, il veut boucler le mercato le plus vite possible pour donner un effectif complet à Sampaoli le plus vite possible pour préparer la saison le plus vite possible. Et c'est vraiment bien parce que tu as des joueurs, en fait, tu as beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées, donc il faut vraiment qu'ils se préparent correctement et qu'ils aient un peu de temps pour se préparer. Si tu finis le mercato à fin août, Mm. tu vas avoir du mal à démarrer la saison. Tu vas Ouais, avoir tu beaucoup pars de mal à avec démarrer du la saison. retard. Mm. Tu vas avoir du retard, ouais. Donc c'est très bien. Je pense que c'est pour ça qu'il se précipite et qu'il fait les choses rapidement, quoi. Alors, oui, se précipiter en sachant qu'il avait travaillé en amont dessus. Donc, c'est pas entre guillemets dans la Exact. panique. C'est Ça fait juste des faire mois. les choses rapidement. Exact. Ouais, voilà. Parce qu'on a vu qu'avec Gerson, ça se fait depuis février. Donc, le contact brésilien a lâché l'info en disant que depuis février, ils sont en contact avancé pour justement le faire venir. Donc, on voit quand même qu'ils ont mis le temps. Ça s'est fait de manière compliquée, mais ça s'est fait. Et- mais justement, pour en venir donc justement à ces recrues, dans ce qu'on voit, on n'arrive pas à schématiser. Parce que je vois sur Twitter Mm. toutes les formations, le 3-3-5-2, 3-4-3, enfin, il y en a un peu pour tous les goûts, enfin, c'est à toutes les sauces. On n'arrive pas à savoir comment il va jouer. Donc, on ne sait pas si, en fait, c'est ça, on ne sait pas quelle recrue va aller où, quel joueur doit partir, qui on doit garder, qui on doit encore acheter. Parce que là, on est dans un flou artistique. Le match amical qu'on a vu l'autre jour, je ne sais pas si tu l'as regardé, donne pas beaucoup d'enseignements au Oui. final. Parce que déjà, on a vu une partie où c'était les pros, une partie où c'était les jeunes. Donc, je ne sais pas, toi, si tu penses
que Sampaoli va garder son ancien système, s'il va revenir sur un nouveau système. Quel est ton avis, ton ressenti là-dessus? Alors moi, je pense qu'ils sont en train de recruter pour jouer à quatre défenseurs, à quatre défenseurs et trois milieux, trois attaquants. Pourquoi? Parce que je pense que si tu joues à 3-5-2 ou 3-4-3, donc trois défenseurs derrière, ça veut dire que tu vas enlever un offensif forcément. Et Sampaoli, euh, je pense pas qu'il ait envie d'enlever un offensif. Je pense il va jouer plutôt en 4-3-3. Après, c'est quelqu'un qui change beaucoup de système. Oui, Depuis très longtemps, il est comme ça. Donc, il peut d'un match à l'autre changer de système ou même dans le même match faire deux, trois systèmes différents. Donc, je pense qu'il veut quand même un effectif où tu peux aussi jouer à 3 derrière, à 3-5-2 ou à 3-4-3. Donc, je pense que ça va beaucoup tourner derrière. Ça va passer de 3 à 4 défenseurs selon les matchs et selon l'adversaire. Mais son schéma, je pense qu'il sera à 4 derrière. Donc en 4-3-3, quoi. Ou en mais justement, 4-5-1, si tu veux. ouais. Mais avec le schéma de quatre défenseurs derrière, on se retrouve donc si Lirola revient, Lirola et Amavi, c'est quand même des joueurs très offensifs. Même si c'est des défenseurs, ça reste très offensif. Et derrière, en l'état actuel des choses, parce qu'on parle aussi peut-être de Saliba, mais pour l'instant, c'est pas fait. Pour l'instant, on part sur un Balerdi Alvaro, puisque Tchaleta devrait sûrement partir. C'est pas très rapide quand même derrière entre Alvaro et Balerdi. C'est pas forcément, sachant qu'on a justement les deux latéraux qui montent beaucoup. Est-ce que ça peut se concevoir comme ça, ou est-ce qu'il demanderait aux latéraux de rester sur leur base et ne monter? Parce que là, avec ce schéma-là, les attaquants seraient sur les côtés. Est-ce que les latéraux resteraient derrière ou est-ce que ça jouerait quand même en avant? Je t'ai pas bien entendu, ça a coupé, mais je crois que j'ai compris que tu voulais dire les quatre défenseurs, les deux défenseurs latéraux qu'on a, ils sont très offensifs et ça peut créer un Ouais, déséquilibre derrière, c'est ça? c'est ça. Ouais, Euh, c'est vrai, mais après, ça dépend aussi des défenseurs que tu recrutes. Donc, c'est ça. si tes défenseurs, ils arrivent à couvrir les latéraux, je pense que ça peut faire l'affaire. Mm, Alvaro, il aura des difficultés parce que il est un peu lent. mm. Euh, mais si tu fais jouer Balerdi et Pérez, qui sont tous les deux assez rapides, peut-être que Balerdi, il va sur le côté avec Lirola, ça peut peut-être créer quelques problèmes parfois. Mais si tu fais jouer des joueurs qui sont rapides dans l'axe, ça peut faire l'affaire. Et après, tu peux faire jouer un 6 qui va être très bas. Donc, qui va jouer un peu à la Camara Compensé, ouais. et replier, jouer à 3 derrière en cas de contre-attaque. Donc, je pense que ça dépend du schéma qu'il va mettre en place. À 2 ou à 3 défenseurs derrière, c'est pas le plus important. L'essentiel, c'est qu'il y ait un schéma qui soit, un système de jeu qui soit stable à l'arrière. Euh, à ma vie, on connaît pas sa forme. On n'a pas vu jouer Ouais. à ma vie depuis un moment. Donc, et on n'a pas vu encore de latéral gauche recruté. Donc, on peut aussi douter un peu sur le côté gauche. J'espère qu'on va signer un latéral qui va pouvoir le concurrencer, pas juste un jeune qui va être remplaçant. Euh, Parce qu'on n'a pas sa forme. Donc, c'est Non, non, c'est compliqué. Et sûr. l'année dernière, on a souffert avec le côté gauche. Avec Nagatomo qui a tardé à faire des matchs palpables et, Enrique qui n'était pas à son poste. Mhm. Ça a été galère à gauche. Et là, il n'y a pas de Ouais, l'année nom dernière, à gauche. Donc, non, bah, pas des petits jeunes qui est ici ou là, mais je suis pas certain que ce soit vraiment pour cette saison. S'ils devaient signer, c'est plus des jeunes pour éventuellement pallier sur la durée. Mais là, cette année, pour ouais, l'instant, le- est-ce qu'ils, là. comment? Il y a le petit Ouais, de je disais, Paris FC, c'est ouais, ça? c'est ça. Ouais, mais il a 18 ans, donc après, c'est trop tendre. C'est comme le petit jeune
enfin du Maroc, Nana, qui aurait pu signer, mais c'est pareil, c'est tendre. C'est pas encore des joueurs qui peuvent concurrencer. C'est vraiment au cas où, à la rigueur. Mais dans ce cas-là, autant garder Roca et puis qui aurait pu faire l'affaire pour dépanner. Là, pour concurrencer à ma vie, je ne sais pas trop où ils veulent faire. Sauf que on avait entendu que éventuellement ils prendraient aussi quelqu'un qui soit multicarte, un peu à la Sakai à l'époque. Daniel Vaz peut jouer des deux côtés, même Daniel au milieu. Vass. Moi, à la rigueur, Daniel Vaz, ça me déplairait pas. Parce que c'est quelqu'un qui a multicarte, en plus qui pourrait, qui a un certain âge, qui connaît la Ligue 1, qui a quand même joué à très haut niveau. Pourquoi pas? Et qui a encore voilà, des jambes assez fraîches. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais pour moi, ça pourrait faire l'affaire. Attention, comme complément. Fran- Franchement, Daniel Vass, ça serait une superbe recrue, mais je pense que Valence, ils vont être gourmands là. Avec l'euro qu'il a Ouais, fait, je pense qu'ils ont augmenté le prix parce qu'à la base, c'était 2 ou 3 millions, je crois, et c'était en bonne ouais, voie. 3, ouais. Et ouais, ils ont augmenté le prix. Et Daniel Vass, ça peut être une superbe recrue parce que Daniel Vass peut jouer à droite et à gauche et peut te permettre en fait de ne pas recruter deux latéraux, C'est ça, un seul exactement. latéral et tu intègres des jeunes du centre C'est de ça. formation. Euh, et là, ça serait bien. Et il jouerait en fait, il jouerait quasiment tous les matchs Bah parce ouais. il y aura à tourner. Il a d'autres postes aussi sur lesquels il peut jouer. Il peut jouer offensif, il peut jouer Milieu, donc au milieu. Ouais, c'est un joueur ouais. Donc multicarte, ça Vass, ça fait ce qu'il serait faut des vraiment. fois. Et il y en a pas actuellement des latéraux. Il y en a pas. Bah C'est non, non. c'est des postes où vraiment c'est difficile d'en trouver. Tu le vois même dans les grands clubs, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et donc c'est là le problème justement à savoir comment gérer la suite du recrutement, parce qu'on a quand même, on voit qu'il y a une base qui a été faite sur l'avant, sur la partie avant, en espérant qu'on puisse garder Milik, même si ça semble être en bonne voie. Euh, on voit que sur la partie avant, ça a été bien fait, ça a été bien géré, à voir sur le terrain, mais en tout cas au niveau du nombre et de l'effectif, ça a été plutôt bien géré. Derrière, on arrive garder Balerdi, mais pour l'instant, c'est pas encore complet. À voir comment ça va être par la suite. On parle de Saliba. Si Saliba, ça se fait, moi, je suis plutôt pour. C'est un joueur très jeune qui peut vraiment apporter en défense. On l'a vu les 2 dernières saisons. Après, c'est ce que tu dis là. Comment ils vont gérer le recrut des arrières latéraux? Si c'est Daniel Vass, ça peut combler. Sinon, il va falloir recruter, mais qui, comment, avec quoi, comme sous, c'est pareil. Donc, je sais pas toi ce que tu en penses déjà de Saliba, si tu le connais, si tu as déjà vu jouer, et si ça permettrait justement de stabiliser la défense avec lui. Saliba, Ouais, Saliba, ça serait vraiment une super recrue, ouais. Franchement, ça serait une super recrue parce que c'est le genre de défenseur qui va te stabiliser une défense, qui va apporter une assurance là, derrière. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'assurance en défense centrale. Et c'est vrai. Saliba, c'est le genre de joueur qui va t'assurer et qui va aussi pouvoir euh, bien se marier avec Alvaro ou Luan Balerdi. Pérez ou Balerdi. Mais Saliba, il est droitier, non, il me semble. Ouais, il est droitier par contre. Ouais. Donc si c'est Saliba, ça va être soit Alvaro, soit Pérez. Donc, Sauf à une défense à 3 où là, il pourrait sauf prendre, où tu joues à 3. voilà, donc après, Ouais, il peut devenir le central, et puis donc Balerdi à droite et Pérez à gauche, par exemple, où ça pourrait c'est donner ça. une belle assise. Exactement. Et Saliba, ça résout le problème du schéma à 4 derrière avec Lirola. Donc, Ouais, Saliba, il peut couvrir sans problème Lirola sur le Lirola. côté droit. Je pense que ça serait vraiment une très très bonne recrue derrière. Après, après j'aimerais bien franchement qu'on le recrute avec une option d'achat et je pense que c'est pour ça que ça bloque en ce moment, c'est que C'est ça, Longoria c'est ça. veut l'option Il veut d'achat. inclure.
Bah, parce qu'en fait, ça Ouais, lui permettrait de déjà savoir sur quelle base il partirait si l'effectif lui donne satisfaction. Il sait que, bon, il y a juste à lever l'option, entre guillemets, juste, hein, on parle en théorie, il y aurait juste à lever l'option d'achat pour savoir que le joueur, il est là. Alors que s'il n'y a pas d'option d'achat, euh, on est à la merci de ce que Arsenal voudra l'été prochain. tout à fait. Et ça nous intéresse pas, franchement, de prendre un joueur juste pour une saison. Après, sur ce cas particulier, si tu le prends pour une saison, c'est pas catastrophique non plus, parce que Non? tu as des défenseurs qui sont jeunes, qui sont là, et ça peut permettre à Balerdi de s'affirmer encore plus, et ça peut laisser aussi le temps d'adaptation à Pérez. Mm. Donc, donc c'est pas une mauvaise chose aussi de le prendre que pour une année, mais dans ce cas-là, tu sais que tu l'as pris que pour une année pour Voilà. certains projets. Donc, donc là, oui, je suis d'accord. C'est pas comme si tu le prenais et tu n'as pas de solution derrière, en fait. C'est Mm. comme si tu le prenais et tu n'as pas Pérez et Balerdi, par exemple. Là, je serais pas d'accord, mais ça Ouais, peut ce aller, serait je plus pense. mitigé. Ouais. Ouais. D'accord. Euh, avec toute cette, on va dire, toute cette composition, tous ces joueurs, toi, tu verrais quelqu'un en particulier qui pourrait apporter un plus à un joueur comme ça, qui pourrait. Alors, je parle pas, je parle des joueurs à la mesure de l'OM, bien sûr, hein. On ne parle pas des Messi, des Ronaldo, etc. On sait très bien que de toute façon, ce serait une hérésie totale d'en parler. Mais je parle des joueurs qui pourraient, parce que par exemple, on sait qu'on veut vendre a priori Benedetto. Moi, je serais pour garder Diagne, par exemple, comme troisième. Mais par contre, si on vendait Benedetto, qui prend? On parle de Simeone, le fils de Diego. Je suis pas très, très emballé. On parlerait aussi de Boulaye Dia, par exemple. Même si la dernière saison a été plus compliquée, ça reste quand même un joueur d'un certain niveau. Mais le problème, c'est qu'il y a encore un prix OM à ce niveau-là. Donc toi, à ces postes-là, qu'est-ce que tu pourrais voir qui correspondrait à l'OM? Écoute, Boulaye Dia, je suis pas très sûr qu'à l'OM il puisse réussir parce qu'il y a beaucoup de pression à l'OM. Jouer dans un Ah, bien club sûr. moyen, moyen de Ligue 1 n'est pas une assurance aujourd'hui pour jouer à l'OM, quoi. Même s'il est fort, il a fait de très belles choses, mais je suis pas très sûr. Donc Boulaye, je suis pas très chaud. Simeone, je suis mitigé parce que Simeone, je trouve que il est pas magnifique, il est pas Mm. excellent, mais c'est un joueur qui peut être un très bon remplaçant. Donc, Mm. et c'est ce qu'il fait à Cagliari. Il rentre en cours de match, il peut débloquer une situation, et c'est le genre de joueur qui accepte d'être remplaçant. Donc ça, c'est important aussi. Et, euh, et derrière, Sampaoli, c'est un Argentin, donc il peut Mm. peut-être le motiver, lui donner un peu de grinta pour faire de bons trucs. Mais c'est pas le gars qui me hype, quoi. C'est pas. Ah, mais tu penses qu'au final, il faudrait pas mieux garder Benedetto et puis Moi, si je bien pense sûr que on parle d'un remplaçant, si on parle de remplaçant, est-ce qu'il vaudrait mieux pas garder Benedetto, lui dire qu'il aura sa chance parce qu'il y a beaucoup de matchs et que Milik est encore en phase de récupération de voilà donc je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi? je pense qu'il faut garder Benedetto. Je pense qu'il faut le garder parce que Benedetto, pour moi, je l'ai vraiment en travers de la gorge. Parce que pour moi, quand il a signé, j'étais super heureux. C'est un joueur qui correspond à la mentalité OM. Après, je pense que la première saison, il a été un peu, pas écrasé, mais je pense qu'il n'a pas eu son mot à dire. Euh, on lui faisait pas assez de passes, on lui donnait pas assez de ballons. Il devait se battre pour aller chercher les ballons. Et il a fait une bonne première saison alors qu'il était venu sans préparation C'est et ça. sans vacances. C'est ça aussi. Il a joué en Amérique latine, il est arrivé directement, il a joué à l'OM. Donc sa première saison, elle était satisfaisante pour moi. Et Benedetto, c'est le genre de joueur qui a besoin aussi qu'autour de lui, on lui fasse confiance, qu'on lui envoie des ballons, etc. Et je pense que la saison dernière, le système de jeu de AVB ne lui correspondait pas du tout. Mm.
c'était un système de jeu où on jouait bloc bas, on jouait très défensif, et c'est pas un joueur qui correspond à ce système de jeu-là, Ah, c'est vrai à qu'il moins que tu décrochait le mettes, beaucoup. à moins que tu le mettes avec un attaquant de pointe. Et à ce moment-là, tu mets un buteur avec lui, tu peux jouer un peu bas. Mais si tu joues bas et que tu le mets seul en pointe, c'est impossible pour lui. C'est impossible. Mm. Et je pense que ça s'est accumulé et le manque de confiance a fait qu'il a fait une mauvaise saison. Mais Après, vas-y, je t'écoute. il y a une chose, en fait, il y a une chose, je pense que qui aurait pu être le déclic pour Benedetto, c'est son but à Paris qui a été Mm. refusé alors qu'il était valable. C'est Le vrai. 2-0, si Benedetto marque ce but-là, je pense que sa saison elle aurait été pas du tout pareille. Après, il a pas marqué de but, il était en manque de confiance, le système ne l'arrangeait pas. Mais après, Ouais, tu c'est vrai vois, que. quand il y a eu Sampaoli, il rentrait, et moi j'aimais bien ces rentrées quand C'est il y a eu rentré. Sampaoli. Ses entrées en match, et c'était pas mal. Donc je pense que c'est une bonne option de garder Benedetto et de faire confiance aussi à Dieng. Dieng que j'ai bien Après, aimé aussi. ouais, c'est vrai. Après, j'ai vu dans les interventions du chat, il y a pas mal d'incertitudes. Est-ce qu'il veut rester en étant seulement le remplaçant, même si, a priori, il aurait sa chance, et sachant qu'il a un salaire assez conséquent pour un remplaçant? C'est Alex qui nous disait ça tout à l'heure. Est-ce que c'est des choses qui pèsent aussi dans la réflexion de Longoria de vouloir s'en séparer, ou est-ce que c'est, on va dire, des choses qui font partie de la vie d'investir? Parce qu'on peut se poser quand même la question de savoir si il n'est pas venu en Europe, sachant que c'est sa première enfin sa première tout court expérience européenne. Est-ce qu'il va vouloir quand même rester en tant que remplaçant et espérer, parce qu'il a 30 ans, des bouts de match? J'ai pas entendu la fin, ça a coupé. Je dis, comme il est venu en Europe pour avoir une vraie expérience et que c'était sa première expérience, est-ce qu'il veut, est-ce qu'il voudra rester malgré tout en tant que remplaçant, ou est-ce que il voudra essayer de chercher du temps de jeu ailleurs pour se redorer un peu la cerise et puis repartir. Sachant qu'il ne veut pas rentrer en Argentine, il ne veut pas rentrer tout de suite en Argentine. Je pense que s'il a un projet intéressant d'un club moyen en Europe, il partira pour du temps de jeu. Je pense qu'il partira. Euh, je pense qu'il a été déçu un peu par certaines choses à l'OM et ça se voit dans la saison dernière quand il jouait, il était Ouais, pas à lui-même quoi. Et je pense aussi qu'à Marseille, il a vu qu'il y avait beaucoup de pression de la part des supporters et en général, certains supporters ne pardonnent pas. Euh, ça attaque dans tous les sens, même son physique. Donc, bon, c'est Marseille, hein. ouais, c'est Et je ça. pense et je pense que ça a joué beaucoup dans sa tête. Je pense que s'il a un projet, il partira. Après, concernant son salaire, franchement, je préfère garder un Benedetto avec ce salaire-là que de prendre, par exemple, un Gamero que Longoria voulait ramener avec un salaire peut-être plus élevé. Donc, non, je suis pas, je pense que tu peux le garder et lui donner encore sa chance. Après, un attaquant de son calibre, c'est ça les salaires. C'est ça les Oui, oui, salaires. c'est Un ça. Non, attaquant. mais ça, on est d'accord. Donc, Après, donc c'est vrai qu'avec l'effectif qu'ils sont en train de retailler, on sait que normalement l'attaquant aura plus de ballons qu'auparavant avec Payet et Thauvin qui étaient quand même voilà, c'était plus les joueurs qui voulaient vraiment faire jouer l'attaquant. Là, on sait que a priori avec Enrique, avec De La Fuente, avec Cengiz, ça risque d'être des pourvoyeurs de ballons, même avec Gerson, qui est quand même quelqu'un qui emmène le jeu vers l'avant. On peut se demander si justement, là, Benedetto, avec ses pourvoyeurs de ballons, il n'aurait pas aussi sa chance plus qu'auparavant. Donc ça peut être, comme tu dis, bénéfique de le garder et d'avoir quelqu'un qui connaît un peu le club. c'est ça, oui, c'est ça. Mais après, c'est sa motivation. Est-ce qu'il est motivé de rester ou pas? Est-ce qu'il n'a C'est pas ça. envie de partir ailleurs à cause de ce qui s'est passé?
Ça dépend de lui et surtout de Sampaoli qui va trouver les mots peut-être pour le motiver. Mais moi, je suis persuadé que si Sampaoli le motive et qu'il joue, qu'il reste pour concurrencer Milik, je pense qu'il peut avoir du temps de jeu parce que Milik, il va pas jouer 40 matchs la saison prochaine. Non, bah non, Euh, ouais. il, il faudra que Benedetto soit là ou un deuxième attaquant soit là pour rentrer le remplacer de temps en temps et le soulager. Et Benedetto, je pense que, comme je disais tout à l'heure, il s'est pas imposé. Et pour un neuf, si C'est tu vrai que t'imposes pas, tu es mort. Tu es mort. Il s'est fait écraser par ses coéquipiers, donc par Thauvin, Payet, qui étaient les stars de l'équipe. Et du coup, il parlait pas. Alors que tu le vois dans l'attitude de Milik. C'est différent. Milik, quand il est arrivé, la première balle que tu lui as pas donnée, tout de suite, ouais. il s'est plaint. Et tout de suite, il a demandé que ça change. Et ça fait que Milik a réussi sa saison, sa mi-saison. Alors que Benedetto, il n'était pas en train de se plaindre ou il n'était pas en train d'exiger qu'on joue pour lui. C'était en quelque sorte, il était timide face à ses coéquipiers qui étaient, Ouais, ouais, c'est ça. on va dire, d'un niveau élevé. Et ça, c'est pas bon pour un attaquant de pointe. Il faut avoir cette attitude-là, un peu de s'imposer sur le terrain, quoi. Ouais, Donc, en même remplaçant, si je trouve c'est. Ouais. Ouais, mais moi, je suis plutôt d'accord. Surtout quand je vois les noms qui arrivent derrière, où je me dis, au final, Benedetto, même si c'est pas le tueur des surfaces, il apporte. On a bien vu qu'il a quand même marqué, même sur la fin de saison, même si il n'était pas plus hypé que ça. Donc, je pense que ça pourrait apporter quelque chose. Après, justement, avec tout l'effectif qu'on voit et un petit peu ce qui se passe chez nos concurrents directs en Ligue 1, où ça quand même ça patine pas mal. Je parle pas du Paris Saint-Germain, entre guillemets, c'est autre chose, c'est différent, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Mais sur nos concurrents directs, les Lyonnais, les Niçois, les Lillois, euh, on voit que enfin, le marché des transferts est pas très, comment dire, folichon pour l'instant. Est-ce que on peut s'estimer au-dessus ou est-ce que justement on peut se dire c'est juste qu'on a bien démarré, les autres vont peut-être concurrencer, même si on voit que Lyon a perdu de paille, on voit que Lille va perdre gros avec le départ déjà rien que du coach, etc. Est-ce qu'on on peut estimer que nous on est privilégiés ou c'est juste une question de timing pour l'instant? écoute-moi, à mon avis, je pense on n'a pas à s'estimer meilleur que Lyon ou Monaco ou Lille, parce que tout simplement, les joueurs qu'on prend, certes, ça fait kiffer, mais on ne sait pas ce que ça va donner, parce que c'est un chamboulement total de l'effectif. C'est ça. Donc, il se peut que la première saison soit une saison d'adaptation et qui ne soit pas forcément la meilleure saison qu'on va faire. Alors que Lille, ils ont perdu leur coach. Bon, là, ils ont pris Gouvernec. Je ne sais pas trop si c'est un bon choix. Euh, On verra. je pense- ouais, mais je pense que Lille, le projet, il est en déclin. Ah oui, oui, ça c'est sûr. C'est le fait que Galtier s'en aille déjà euh, montre que le projet, il est en déclin. Ils sont en train de perdre. Renato Sanchez va partir. Ouais, Sanchez va partir. Ils vont peut-être perdre Mike Maignan. Il Ils est ont, parti, ça y est. ben voilà, il est Il a parti. J'ai signé pas au vu. Milan. Il est parti à Milan, c'est Ouais. ça, ouais. Donc, voilà, donc ils ont perdu. Ils vont perdre les plus gros joueurs. Ils vont pas les remplacer comme avant parce qu'il n'y a pas Campos, tout Ouais, simplement. En c'est fait, ça. le projet de Lille, c'est le projet de Campos, tout simplement. Et donc Lille, je pense que avec la Ligue des Champions l'année prochaine, ils vont avoir des difficultés en Ligue 1. Donc je pense que on peut faire une meilleure saison que Lille. On peut faire une meilleure saison que Lille. Lyon, Lyon a perdu Depay, qui est pour moi le meilleur joueur de Lyon. Ah, Ils vont perdre Awar. J'ai vu que Awar c'est en pourparlers, ouais. veut partir et apparemment Aulas veut le lâcher aussi. Donc Lyon, c'est le flou total. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. On Ils n'a n'ont pas pas d'argent. de, Ils n'ont pas d'argent ils ont là. pas d'argent.
Non, C'est ça. il y a un Donc ils vont problème de devoir structure. pour acheter. Après, ils ont une bonne base quand même. Ils ont de bons joueurs, Cacré, Paqueta, Mendes. Euh, c'est de beaux joueurs. Mais, ça va être difficile pour eux s'ils ne recrutent pas correctement pour Sachant que remplacer. aussi, ils ont un coach qui vient juste d'arriver, Peter Bose, même si c'est un bon coach, il y a un cycle J'aime bien. qui repart. Ouais, ouais. Donc oui, donc ça va être un départ de cycle. Après, ça dépend. Est-ce que ça va être explosif dès la première saison ou est-ce que ça va être compliqué? Avec Boss, je pense que ça peut être explosif. Ça peut être, il peut y avoir le truc tout de suite. Quelque chose. Donc Lyon, ça. Monaco, on les entend pas trop, mais c'est très solide, hein, Bah, Monaco. a priori, ils Très gardent solide. tout le monde sauf Jovetic et ils ont récupéré le gardien remplaçant du Bayern qui va jouer titulaire hein, puisque le compte s'est blessé. Donc, Ouais, c'est une équipe sur qui il faudra compter, ça c'est sûr. ouais, je pense que Monaco, il faudra bien les observer. Bon, Paris, on n'en parle pas. Paris, c'est euh, c'est les Galactiques. Eux, Ouais, ils sont dans l'espace. Ils sont dans l'espace, je, mais après, comme d'habitude, je pense que c'est pas ce qu'il faut pour le football, hein. non, non, voilà, je les envie pas forcément par rapport à, alors je les envie, on va dire, sur les sommes qu'ils sont capables de mettre, mais sur l'homogénéité du groupe et tout ça, je suis pas persuadé que ce Non, soit l'idéal. je pense, je pense que je pense qu'avoir autant de grosses têtes dans une même équipe, c'est compliqué quand même. C'est compliqué C'est à ça. gérer quand même. Déjà, tu as un gars comme Ramos qui signe que Ramos, il joue au Real. Moi, j'apprécie le Barça, donc déjà, tu sais déjà ce que j'en pense. Mais c'est quelqu'un que je respecte parce que c'est quelqu'un c'est un vrai capitaine, un un vrai meneur sur le terrain. Et je vois très mal Ramos se faire mener par Mbappé ou Neymar, par exemple. Ça va être très Ok. compliqué. Donc ça risque d'être chaud dans les vestiaires sur le terrain. Et après, j'arrive pas à comprendre comment tu peux prendre Donnarumma qui est très fort, mais alors que tu as le meilleur gardien du monde. Pour moi, Navas est le meilleur gardien du monde. Moi, je pense Tu que c'est l'as là, c'est une question tu l'as d'opportunité, prolongé. là, c'est gratuit. Oui, ouais, mais c'est pas gratuit, justement. Ils ont Oui, non, payé une prime à la signature. je suis d'accord, mais je veux Euh, dire, voilà, on lui donne un salaire à 22 ans, le même salaire que Navas. C'est, c'est juste. Après, je sais pas comment ça va se faire, mais je vois pas Donnarumma se laisser faire, ni Navas. Donc, tu bon, vois, après, ça, c'est leur problème à la rigueur, on va dire. Si ça peut nous, les ça nous mener à une arrange. saison de merde, donc Démoniaque voilà. nous demande et la saison de Bordeaux en 3 mots. Ouais. En Ligue 2, Bon, apparemment, il y a Lopez qui a repris et bon, je sais pas ouais. si ce qu'il va faire, Alors, mais bon, ouais, c'est. il a pris le recruteur qui travaille avec Campos, qui a priori est une pointe, on va dire. Maintenant, avec quoi comme argent, c'est pareil. Ça veut, on sait pas, on sait pas. Ouais. Et puis le Voilà, Matmouth, ça reste. il est souvent vide. Je sais pas trop s'il y a de la Ouais. passion en ce moment à Bordeaux. Voilà. Voilà. Je sais qu'à Marseille, même quand il y a des problèmes, euh, les supporters sont toujours, pour la grande majorité, toujours présents, toujours là, bah, pour dire quand ça va pas déjà, même si, voilà. Mais en tout cas, ils sont toujours là. C'est vrai que c'est la chose qu'on peut dire le plus, c'est que Marseille garde toujours son âme, quels que soient les hauts ou les bas qu'il y a. Ouais, ouais, les plus fervents, quoi. Parce Voilà, que c'est ça. j'ai été une fois au Matmouth pour le derby de la Garonne contre Toulouse, mais c'était un quart du stade qui était rempli. Ah, je parlais C'était de un quart. l'OM, moi. Je parlais de l'OM qui gardait quand même son âme. Ça a coupé. Malgré Ça a les coupé. hauts et les bas, ils sont toujours là malgré tout. Exact, exact. Oui, oui, oui. C'est toute la différence avec tous les autres clubs, en fait. C'est toute la différence.
Tu as très rarement ça, à part à Saint-Étienne et à Lens, Voilà, c'est et ça. peut-être à Strasbourg. Mais en général, oui, à l'OM, c'est ce qui fait la différence, c'est que les supporters, en fait, peuvent changer le cours des choses. Et on l'a Ouais, prouvé. c'est ça. Et franchement, si c'était pas l'OM, on serait pas là aujourd'hui. On n'aurait pas eu Longoria président, on n'aurait pas eu Sampaoli, on n'aurait pas eu toutes ces recrues. C'est dingue, hein, en l'espace Ouais, de quelques semaines, ce que ça peut faire un groupe enfin, des supporters qui sont motivés et présents. c'est ça. Justement, tu as Démoniaque qui dit est-ce qu'on va retrouver cette capacité de supporter dans le stade Vélodrome avec les supporters qui sont là pour la ferveur? Alors moi, j'ai mon avis, mais je pense que les gens veulent plus entendre le tien sur cette capacité qu'ont les supporters à revenir dans le Vélodrome et vouloir resupporter ben, l'équipe, quels que soient d'ailleurs les résultats. Hein. Franchement, j'ai aucune crainte là-dessus. Les supporters étaient présents à l'époque où on galérait pour se maintenir en Ligue 1. Euh, je me rappelle, il y a une saison où il y avait Klaas Ingesson, je ne sais pas si tu te rappelles de lui, Ouais, et on devait descendre en Ligue 2 et c'était à la dernière minute que Saint-Étienne avait été retiré de 2 points et c'est eux qui sont descendus à notre place. Je me souviens un truc comme ça. Et là, et je me souviens qu'à l'époque, le stade était rempli. Le stade était quand même rempli. Donc, j'ai aucune crainte pour que les supporters se remotivent. En plus, avec toutes les recrues qu'il y a et Longoria rien que Longoria, tu as envie d'aller le voir au stade. ouais, Franchement. c'est ça. Rien que Longoria. Vu que Sampaoli, tu as envie de le voir sur le banc. Voilà, c'est des choses qui te motivent, quoi. Bien sûr, mais oui, c'est des choses qui donnent envie aux supporters de croire en cette équipe. Même quand il n'y a rien qui nous permet d'y croire, on est là, mais alors quand il y a encore plus de signes qui permettent de vouloir aller supporter cette équipe et lui donner ce qu'elle nous donne, entre guillemets, bah forcément, là, on sait qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui se trame. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, le stade sera rempli. Alors, la dernière fois que j'ai discuté, c'était avec Lofar. A priori, les stades devaient rouvrir hein, en France puisque tout semblait partir pour le mieux au niveau du Covid. Là, maintenant, les choses étant ce qu'elles sont, ça semble être plus compliqué. J'en mettrai plus ma main à couper. Ça va très vite d'un côté comme de l'autre. Donc, c'était reparti avec jauge à taux plein il y a 2 semaines. Là, cette Ouais, semaine, ouais, ouais. Ouais, je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Je pense que là, on va encore vivre un début de saison qui va être voilà, sans supporters, ouais, je je pense, pense. ou alors avec une Je jauge pense que vraiment c'est un très, très quota. minimale. Après, je pense qu'il y a un quota de vaccination qu'ils veulent avant d'ouvrir les stades aux supporters. C'est possible aussi. C'est peut-être politique aussi. Je sais pas, je sais pas, parce que dans les autres pays d'Europe, on est à peu près dans les mêmes stats, mais ils ouvrent les stades, donc C'est ça, non, mais après la France, c'est vrai que c'est vrai qu'ils ont une façon de gérer particulière qui leur est propre, sans dire si c'est la bonne ou la mauvaise, hein, c'est pas ça qui me fait parler, c'est juste de dire, bien sûr, je sais on qu'en va pas France, ils juger. ont Ouais. leur façon, voilà, c'est ça, c'est leur façon de faire à eux qui leur est propre. On verra, hein, après, de toute façon, avec ça, avec ce virus, on peut pas préjuger en disant c'est la mauvaise, c'est la bonne, on verra, on fera ce qu'il faudra faire Et et puis c'est tout. en parlant de stade et de virus, le match que je devais venir voir l'année dernière, c'était OM-PSG. Et c'est le match qui a été annulé le premier à cause du Covid. Ah, Et bah, j'ai les boules parce que voilà, et depuis, tu vois, tu sens pas en fait, c'est pas le même plaisir. Même quand tu le regardes à la télé, le match sans les ah bah non, supporters, c'est pas non, mais c'est ça. rien à voir. Il y en a Et beaucoup même qui les, ont lâché même les ça. oui, oui, oui. Tu as, je sais pas, c'est compliqué, c'est compliqué. J'espère que ça va vite revenir pour Ouais. qu'on puisse repartir au stade.
Lavador nous demande s'ils vont instaurer un pass sanitaire pour accéder au stade. Alors oui, Ouais, normalement, c'est dans ben les ouais, préconisations qu'ils ont faites. Donc c'est soit un test PCR de moins de 48 heures, soit une double vaccination, soit un test positif de moins de, je sais plus, je dirais une bêtise d'un mois, je crois. Il me semble que c'est ça, un mois. Donc de toute façon, il y aura un pass sanitaire. Que la jauge soit de 30, 40, 50 ou 100%, il y aura un pass sanitaire, ça c'est sûr. Après, je ne sais pas à partir de quand on pourra espérer. Moi, de toute façon, je suis un peu comme toi dans l'expectative, mais je me dis jusqu'à la fin de l'année civile, ça sera compliqué. Jauge très limitée. Et peut-être en janvier, à la reprise. Et ça, de toute façon, on pourra en reparler d'ici là, voir comment ça va se passer d'ici décembre, d'ici la trêve. Et puis, ouais, je serais ravi de te revoir à ce moment-là, si tu veux, pour qu'on se donne rendez-vous à la trêve, pour qu'on en discute. On discute un petit bien peu de sûr. tout ce qui a été fait justement avec Longoria de maintenant à la trêve, de ce que Sampaoli aura fait de son effectif et des joueurs qui auront été là dans cette première partie de saison. Donc voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de l'actualité. Si tu as une petite pensée ou quelque chose à dire aux supporters et aux personnes qui nous écoutent, je te laisse volontiers le Hop, micro. chargeur parce que le téléphone va s'éteindre. Attention, hop, c'est bon. Écoute, ça m'a fait super plaisir de parler avec toi et je Pareil. salue tout le monde qui nous regarde. Et tu m'entends? Ouais, je t'entends. Allô? Oui, je t'entends, je t'entends. Tu m'entends? Oui. Ah, bon, on a un petit problème de connexion. Donc pour vous dire, donc que de toute façon, on se revoit très bientôt. Allô? J'ai vu, on dit Bon, hier, je pense que ça on passe mal. discutera de ça. Passe mal. Si, je t'entends là, c'est bon, je t'entends. Ça coupe. Bon, écoute, donc ça m'a Je fait super t'entends. plaisir. Ok, ok. Bon, moi je t'entends pas bien, ça coupe. Donc, écoute, voilà. Donc, je disais, ça m'a fait super plaisir de discuter avec toi et je salue tout le monde qui nous regarde et on continue à discuter et échanger sur Twitter comme d'habitude. Avec Euh, plaisir. et ça sera avec grand plaisir la prochaine fois aussi. Avec plaisir. On prend note et Et, et sach- oui, et sachez que c'est pas parce qu'on n'est pas en France ou à Marseille que qu'on ne supporte pas l'OM de tout notre cœur à l'étranger. Et franchement, je vous dis, je connais des gens qui ne sont jamais allés en France, qui n'ont jamais mis le pied au stade et qui supportent l'OM beaucoup plus que moi et beaucoup de Marseillais. Donc eh croyez-nous, ben, on représente vraiment bien à l'étranger, vraiment bien. on n'en doute pas et on le savait. C'est justement pour ça qu'on te reçoit avec plaisir et que j'ai été moi aussi euh, vraiment content et ravi de cette discussion. Et donc justement, comme je t'ai dit, on prend note et on prend rendez-vous pour la trêve. Et parce que je pense que tu as trouvé un petit fan club ici parce que tout ce que je vois ici, ça défile, c'est Momo Momo. Donc tu seras le bienvenu Merci, et on en merci. reparlera d'ici là. Donc je vous dis Super. à très bientôt et puis on se retrouve de toute façon avec Momo et avec d'autres, c'est promis, sur OM le réseau. Ciao, ciao et merci à tous. Ciao Hakim, ciao tout le monde, ciao, ciao. Salut.